Honorables sénateurs et chers collègues, nous organisons ce jour une séance consacrée au contrôle parlementaire. Il va s'agir de la question orale avec débat de notre collègue Mongoulou Polycarpe, adressée à M. Patrice Kitebi, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances. Elle porte sur les comptes bancaires ouverts dans les livres des banques commerciales. Nous souhaitons la bienvenue en cet hémicycle au ministre délégué chargé des Finances et au vice-ministre. Je passe la parole à l'honorable Mongoulou Polycarpe pour poser sa question orale. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président du Sénat, Messieurs les membres du Bureau, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs et chers collègues, Monsieur le Ministre, Monsieur le Vice-ministre, me fondant sur les dispositions de l'article 138 de la Constitution et celles des articles 153 et 157, 159 et 160 du règlement intérieur du Sénat, je me fais le devoir de vous adresser la présente question orale avec débat. Monsieur le ministre, est-il vrai que le ministère des Finances dispose de comptes bancaires ouverts dans les livres des banques commerciales où seraient logés des fonds destinés au projet et au fonctionnement du ministère? Sous question, si oui, quelles sont ces banques et quels sont les critères de leur sélection? Pourquoi le ministère n'encourage-t-il pas l'ouverture de sous-comptes auprès de la Banque centrale du Congo afin de permettre un contrôle plus efficace de gestion des dépenses publiques? Les banques commerciales ne devraient-elles pas s'employer à mobiliser le fonds de roulement pour financer leurs activités plutôt que de bénéficier de fonds dormants provenant des comptes des projets ou des financements du ministère des Finances? Quels sont les mécanismes de contrôle et de gestion des comptes bancaires du ministère des Finances ouverts dans les livres des banques commerciales? Deuxième question, pouvez-vous expliquer aux sénateurs dans quelles conditions les comptes suivants ouverts au nom du ministère des Finances dans les livres de la banque Access Bank RDC Congo, société par action à responsabilité limitée, ont été mouvementés aux dates de 6 septembre 2012, 1er avril 2013 et 10 avril 2013 pour un montant total de francs congolais 687 605 622 et expliquer la réaction tardive du ministère face à ces conditions. Troisième question. Avez-vous pris les dispositions pour que cet incident ne puisse se répéter à l'égard des comptes du ministère logés dans toutes les autres banques commerciales? Quatrième question. Alors que les tarifs officiels de transfert pour les transactions en devises américaines à Access Bank RDC Congo est de 1%, cette banque a appliqué sur le compte séquestre 30 021 40 204 52 5801 le taux de 1,5% pour les transferts en faveur des Insurance Aircraft Title Service en date du 21 février 2013 et en faveur des Autumn IBO Holding en date du 1er avril 2013. Pourquoi le ministère a accepté cette surcharge sans aucune protestation? Cinquième question. Hormis les frais ISIS, ce qui signifie logiciel de la Banque centrale du Congo, répercutés sur les comptes des clients, Access Bank RDC applique normalement pour les transactions en francs congolais un tarif de transfert de 0%. Il me revient qu'en date du 6 mai 2013, cette banque a opéré un transfert en faveur des SCOL sur le compte 30 021 401
034 34 001, intitulé Ministère des Finances, Éducation KIN, pour le premier compte. Le deuxième compte, en date du 24 mai 2013, elle a fait de même en faveur de AMECO sur le compte 30 021 40 10 30 80 601, sous l'appellation Ministère des Finances ITPR, réunif à KIN. Dans ces deux cas, elle a appliqué un taux de 0,5% en défaveur du ministère qui n'a pas du tout réagi. Y a-t-il une explication à cela? Sixième question. Pourquoi le ministère des Finances accepte-t-il des rétrocessions pour le placement des billets de trésorerie, BTR, malgré l'interdiction de cette pratique? Access Bank RDC, lui a même ouvert un compte intitulé Rémunération Projet Ministère des Finances. Le compte porte le numéro 30 0 214 010 31 07 201. Septième question. Dans son rapport d'audit 2012, le commissariat au compte d'Access Bank RDC fait état de la charge résultant d'un accord confidentiel entre le Bureau central de coordination et la banque qui consiste à loger les fonds BCECO pour une longue période dans un compte afin de produire des intérêts qui sont déboursés en numéraire ou versés dans les comptes bancaires ouverts à cette fin. S'agissant des fonds publics, Monsieur le ministre, le ministère des Finances devait se préoccuper de cette pratique. Quelle a été sa réaction? Monsieur le ministre, je vous remercie des réponses que vous voudrez bien réserver aux honorables sénateurs. Je vous remercie. Toujours sur ce plan, le ministre a dit que nous avons plus ou moins 18 banques. Et sur ce point-là, sur les différents comptes, il y a 11 comptes qui sont ouverts à l'Access Bank. Je voudrais savoir quelle est la spécificité positive de cette banque pour qu'elle puisse seule avoir 11 comptes. Et elle est suivie, cette banque, par la BGVFank. Pourquoi ces deux banques? Quelle est l'implantation de ces deux banques? Quelles sont leurs qualités? À ce qui concerne Access Bank, c'est à peine d'ailleurs qu'on vient de voir que cette banque a un siège apparent. C'était un siège opaque qui était sur la rue des Huileries. Alors, qu'est-ce qui justifie cette propension du gouvernement à faire passer d'énormes montants? Il ne s'agit pas simplement de l'argent de l'État, il y a d'autres argents. Pourquoi cette banque? Pourquoi préférez-vous payer les dépenses de l'État à travers les comptes ouverts auprès de banques commerciales sur les fonds publics qui y sont logés? L'ouverture des comptes des projets auprès des banques commerciales a été motivée par le souci de garantir une mise en œuvre efficace, une mise en œuvre continue des projets du gouvernement. Cette pratique vise à assurer une gestion prudentielle et opérationnelle des investissements qui sont inscrits dans le plan d'action prioritaire du gouvernement et qui ont un caractère critique sur les secteurs sociaux et de manière générale sur le développement à long terme du pays, de manière à garantir l'adéquation permanente entre, d'une part, la disponibilité de ressources financières et d'autre part, ce qui est extrêmement important en matière de mise en œuvre de projets, les périodes d'occurrence de dépenses. Honorables sénateurs, permettez-moi de rappeler quelques notions importantes, peut-être une seule. Par définition, un projet est un ensemble d'activités qui doivent être mises en œuvre par une organisation dans un délai d'État donné à l'aide d'un budget déterminé pour produire des biens ou des services dont les caractéristiques ont été clairement spécifiées dès le départ. La mesure de succès d'un projet se fonde ainsi sur 4 éléments clés que sont, premièrement,
le respect du budget. Deuxièmement, le respect du délai de mise en œuvre des actions inscrites dans le projet. Troisièmement, le respect des spécifications techniques qui définissent la qualité des outputs. Et enfin, quatrièmement, l'impact des extrants ou des produits obtenus ou des services obtenus sur la vie des populations bénéficiaires. Tout retard dans le paiement des dépenses relatives au projet ou une utilisation des fonds des projets à d'autres fins ou encore des retards dans le calendrier de réalisation des activités prévues sont autant de facteurs qui inhibent l'efficacité et l'efficience dans la mise en œuvre des projets publics. Honorables sénateurs, la gestion des politiques publiques, permettez-moi de vous rappeler, n'est pas un exercice complètement désincarné. Elle se nourrit de l'expérience des programmes passés. Et nous sommes tous bien placés dans cette haute chambre pour nous souvenir de nombreux projets publics, parfois inaugurés avec solennité, mais qui sont restés lettres mortes. Ayant souffert d'un manque criant de ressources, ces projets se sont rapidement transformés en éléphants blancs, sans générer de résultats de développement et malheureusement ayant débouché purement et simplement sur un gaspillage de ressources qui sont pourtant extrêmement rares. Le gouvernement a donc tiré le leçon de l'efficacité des opérations mises en œuvre depuis 2001, à travers notamment 2011, merci infiniment, honorable président, à travers les agences d'exécution de projets financés sur les ressources des bailleurs de fonds. La sécurisation des fonds dédiés au projet à travers l'ouverture des comptes dans les banques commerciales se révèle ainsi être une stratégie indispensable dans notre contexte pour atténuer les risques de défaut de trésorerie au moment où surviennent des échéances importantes de paiement dans le cadre de l'exécution de projets publics. Honorable président du Sénat, honorables membres du bureau, honorables sénateurs, d'éminents juristes de l'hémicycle ont démontré, à la lumière des dispositions transitoires de la LOFIP, la légalité de l'ouverture des comptes des projets. Je sollicite donc votre accord à l'effet de ne pas revenir sur cette question qui a été suffisamment abondamment abordée. C'est pour ça, Monsieur le ministre, je vous poserai cette ultime question. À quand le projet de loi portant autorité de régulation des banques et finances dans ce pays? C'est ce que j'avais à dire, Monsieur le Président. Je vous en remercie. Si le ministère des Finances a demandé à la Banque centrale d'organiser une mission d'audit et de vérifier sur l'efficacité des organes de gestion et de contrôle au sein de Access Bank. Si oui, le ministre délégué peut-il nous informer des observations et des conclusions de cette mission? Au sujet maintenant des critères de sélection des banques commerciales pour l'ouverture des comptes de l'État. Comme nous l'avons déjà affirmé, honorable sénateur, une partie de ressources propres de l'État et la quasi-totalité de ressources en provenance des partenaires au développement sont logées auprès des banques commerciales. Les critères de choix des dites banques commerciales tiennent à la fois aux raisons d'ordre général et aux considérations particulières. D'une manière générale, les banques sélectionnées sont toutes des établissements agréés par la Banque centrale du Congo, qui participent normalement à la chambre de compensation et qui jouissent d'une solidité financière et d'une solvabilité conforme aux règles et aux ratios prudentiels fixés par l'Institut d'émission, la Banque centrale donc. Notons au passage que les frais et les commissions appliquées par les banques ne sont pas réglementés et sont librement fixés en fonction du coût moyen pondéré de ressources utilisées par les banques
et des politiques commerciales respectives des différentes banques ou des différents établissements financiers. Nonobstant le souci de l'État d'assurer une division de risques et un minimum d'équité entre les banques, l'État, dans ce cadre, et ceci est extrêmement important, agit d'abord moins comme régulateur que comme agent économique ayant des intérêts à préserver. Je voudrais donc dire, honorable sénateur, que le ministre des Finances, quand il agit pour le compte du Trésor, bien sûr, il y a des considérations en tant que régulateur qu'il faut prendre en ligne de compte, mais il y a aussi des impératifs de gestion des ressources publiques en tant qu'agent économique. Et à ce titre-là, nous agissons d'une manière qui ne soit pas différente de tous les autres commerçants. Par un certain côté, le ministre des Finances, quand il représente et quand il met en œuvre les politiques dans le domaine des projets, il se comporte comme un commerçant. Dans ce sens, la sélection des banques partenaires tient bien entendu compte de l'appréciation de la solidité des établissements par la Banque centrale, mais aussi d'autres éléments, tels que la disponibilité à prendre des risques avec l'État, en acceptant de l'accompagner dans la réalisation de ces opérations, la rapidité dans le traitement des ordres de paiement donnés, la qualité des services octroyés en matière de paiement et de transfert, le coût des services rendus et enfin la prise en compte de certains incidents survenus dans les relations avec les banques. Des honorables sénateurs se sont interrogés pourquoi nous n'avons pas des comptes dans toutes les banques. Je dois vous dire honnêtement que une banque, je vais citer juste un ou deux exemples, une banque commerciale de la place, il se trouve malheureusement qu'il y a eu tentative de fraude, honorable président, sur les comptes de l'État. Nous engageons avec la Banque centrale un processus discret pour débusquer les fraudeurs qui étaient clients de cet établissement. Pour diverses raisons, bonnes ou mauvaises, la banque hésite, et au final, ceux qui étaient dans le réseau qui avait généré cette transaction frauduleuse, ils sont mis au courant et nous sommes dans l'incapacité de débusquer le réseau et donc de limiter, restreindre le risque pour l'État. Quel comportement nous adoptons? En tant que responsable de la gestion du compte du Trésor, commerçant donc, cette banque ne peut pas être considérée comme un partenaire fiable qui nous accompagne. Et donc, c'est normal que lorsque nous répartissons nos avoirs, les avoirs du Trésor, bien entendu, dans les banques, que de tels établissements ne puissent pas bénéficier d'un, on va dire, soutien privilégié de notre part. Je ne veux peut-être pas, je ne citerai aucune banque, mais à l'occasion d'un grand projet dans le domaine de l'électricité, avec une compagnie nationale. Celle-là, je peux la citer parce qu'elle est dans une situation de monopole, la SNEL. Sa banque habituelle a refusé d'aider l'État, qui devait boucler le plan de financement, simplement en sollicitant l'émission d'une lettre de crédit en faveur de la SNEL pour la mise en œuvre de ce projet, qui avait bénéficié des fonds concessionnels d'un établissement financier international. Je ne sais pas, dans ces conditions, si nous pouvons être spécialement tentés de recourir au service d'un tel établissement en lui confiant nos dépôts. Et donc, la prise en compte simultanée des critères si hauts cités, de manière non exhaustive, a permis au ministère des Finances d'opérer des choix et de loger une quantité de ressources de l'État dans les banques commerciales. Comme vous l'aurez remarqué, l'ancienneté n'est pas nécessairement un critère de choix déterminant pour loger les fonds publics dans une banque commerciale. La nationalité des actionnaires de la banque n'est pas non plus un critère de choix. Ce qui importe pour l'essentiel, c'est la solidité et la qualité des services.
Il convient de porter à votre connaissance, à titre d'information, que globalement, les dépôts de l'État auprès de la Banque centrale représentent plus de 75% du total des dépôts publics dans le système bancaire. Donc l'essentiel de nos dépôts sont effectivement conservés auprès de l'Institut de mission. Ce ratio atteste, je pense, à suffisance la préférence de l'État pour la Banque centrale. Monsieur le ministre, vous avez parlé de quelques opérations non autorisées. Et pour ces opérations, vous avez adressé à Access Bank une correspondance ou des correspondances, et j'imagine que c'était pour demander l'extourne. Je voulais demander si l'extourne a déjà eu lieu. Sinon, pourquoi? La deuxième question, c'est de demander quid des frais bancaires qui ont été prélevés par la banque en rapport avec les transactions remises en cause. Ces frais ont-ils déjà été extournés, Monsieur le ministre? Pensez-vous, Monsieur le ministre, que cette pratique ne facilite-t-elle pas le blanchiment des fonds publics, les fraudes diverses et un faible contrôle des dépenses de l'État? Et quelle est finalement, selon vous, Excellence, Monsieur le ministre, la nature des comptes de l'État logés dans les comptes auprès des banques commerciales? Sont-ils de réserve de l'État, de fonds déjà affectés, ou font-ils encore partie des avoirs du Trésor public? Au sujet des mécanismes de gestion, de suivi et de contrôle des comptes de l'État ouverts auprès des banques commerciales, qui a été un des points de fixation lors de nos débats du 5 mai. Permettez-moi d'indiquer, honorable sénateur, que les services du ministère des Finances assurent périodiquement le rapprochement entre les ordres de paiement que nous avons donnés et les mouvements constatés au débit ou au crédit de nos comptes, permettant de déceler les irrégularités a posteriori. Ceci est une pratique universelle. Je voudrais mentionner encore une fois que dans toute relation d'affaires entre une banque et son client, l'existence d'écarts entre les situations respectives de chacune des parties est en fait presque, on va dire, banal, qui se règle dans le cadre des exercices périodiques de réconciliation des comptes. C'est ça qui nous a permis, lors d'un contrôle de routine, de déceler les irrégularités dont le montant de 687 millions vous a été donc indiqué. C'est à l'occasion de ce type de contrôle de routine que les opérations incriminées ont été décelées et que le ministère a réclamé auprès d'Access Bank l'extourne de plus de 687 millions de francs congolais que cette banque s'est engagée à régulariser au courant de ce mois de mai en cours. Promesse a également été faite et obtenue de la banque de restituer le trop-perçu sur les frais facturés. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable sénateur, en sus du mécanisme traditionnel de rapprochement des opérations, je voudrais également confirmer ici que la direction du Trésor et de l'ordonnancement, ainsi que la direction de la reddition générale des comptes, organisent régulièrement des missions auprès de toutes les banques en vue de s'assurer de la régularité des opérations dans les différents comptes de l'État. Toutefois, nous avons noté les recommandations pertinentes des honorables sénateurs au sujet de la nécessité de renforcer le mécanisme de suivi et de contrôle à travers notamment le contrôle externe. Ce contrôle externe pouvant être assuré soit par des auditeurs externes indépendants, soit par les services étatiques de contrôle. Et ce contrôle externe par des auditeurs externes est une pratique courante en ce qui concerne tous les projets qui bénéficient des ressources de bailleurs de fonds, à qui le gouvernement doit transmettre du reste au plus tard le 30 juin de chaque année
le rapport d'audit financier de l'exercice précédent, conformément aux accords de financement qui ont été signés. Cette pratique sera désormais, et vous avez raison de l'avoir exigée, elle sera désormais donc systématiquement de mise pour les projets du gouvernement financés sous ses ressources budgétaires dans le cadre du contrôle assuré, soit par les organes de l'État, soit par des auditeurs externes choisis de façon compétitive. En ce qui concerne le BCECO et les autres agences des projets, les honorables sénateurs ont soulevé des préoccupations sur certains aspects liés à leur fonctionnement, notamment le suivi de leurs comptes, les critères de choix du personnel clé et le lien avec la hiérarchie. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur, pour tout projet, au moins un compte est ouvert dans une banque. Le ministre ayant les finances dans ses attributions en délègue la gestion aux responsables de l'agence d'exécution du projet concerné. Il s'agit bien ici des projets à financement extérieur. Chaque compte fait l'objet d'un contrôle périodique et ponctuel. Le contrôle périodique est exercé quotidiennement, mensuellement et annuellement. Le contrôle quotidien. Un comptable est spécialement dédié à l'analyse de la régularité des mouvements survenus sur le compte. Il est en même temps chargé de l'enregistrement des dits mouvements dans la comptabilité. S'agissant du contrôle mensuel, une clôture comptable mensuelle est de mise dans les agences d'exécution de projet. À cette occasion, un rapprochement est fait entre les opérations régulièrement ordonnées, ou ordonnancées plus exactement, par l'agence d'exécution et celles passées sur le compte par la banque. Les anomalies relevées sont communiquées à la banque pour régularisation. Par ailleurs, les agences d'exécution des projets adressent mensuellement à la direction du Trésor et de l'ordonnancement un rapport sur la situation des ressources gérées. S'agissant du contrôle annuel, les comptes de chaque projet sont soumis à un audit annuel indépendant. L'auditeur, dans son travail, est tenu de donner son opinion sur un certain nombre d'aspects, en l'occurrence, premièrement, la conformité de l'exécution du projet par rapport à l'accord de financement. Deuxièmement, sur l'éligibilité des dépenses qui ont été effectuées. Et troisièmement, sur les mouvements sur le compte spécial du projet. S'agissant enfin des contrôles ponctuels, les bailleurs de fonds et le gouvernement organisent des missions de supervision et ou de revue au cours desquelles tous les aspects du projet, l'avancement physique, la passation de marché, la gestion financière sont passés en revue. Les projets peuvent aussi recevoir d'autres organes de contrôle comme la Cour des comptes, bien entendu, et l'inspection générale des finances ou le parquet. S'agissant du recrutement des gestionnaires des agences d'exécution, je voudrais vous rassurer que le processus s'effectue par avis d'appel d'offres, d'appel à candidature, décrivant exactement le profil et les conditions liées au poste à pourvoir. À l'issue de ce processus, le contrat n'est signé que si les avis nécessaires ou les avis de non-objection dans le jargon ont été donnés par les bailleurs de fonds ou la direction générale de contrôle des marchés publics, selon le cas, sur la régularité et l'intégrité du processus de recrutement. En ce qui concerne le lien avec la hiérarchie, il convient de mentionner que les agences d'exécution des projets relèvent d'abord des ministères sectoriels dans lesquels s'exécutent les projets. Et la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public autorise leur existence et les situe au sein de chaque ministère sous la dénomination de cellules de gestion des projets et des marchés publics. Le décret 10/32 du 28/12/2010 consacre leur création, organisation et leur fonctionnement.
Selon les accords, les protocoles ou les conventions de financement signés avec les bailleurs de fonds, les agences répondent financièrement du ministère des Finances. C'est ainsi que tous les comptes ouverts à leur nom le sont sur demande du ministre ayant les finances dans ses responsabilités qui donne mandat à leurs responsables de les gérer. Des rapports périodiques sont adressés au ministre de tutelle et à celui des Finances par les agences d'exécution de projets. Le ministre ayant les finances dans ses responsabilités tient en outre des réunions qui généralement se tenaient sur une base mensuelle. Maintenant, on les tient un peu plus sur une base trimestrielle et il s'agit de réunions d'information et d'orientation avec les coordonnateurs des agences d'exécution de projets financées par nos principaux partenaires au développement et ces réunions sont une occasion tout indiquée pour que nous puissions cerner les problèmes, ceux qui sont dans la responsabilité de l'État et pouvoir apporter les réponses idoines de manière à faire avancer les projets. J'ai suivi ces réponses et je ne sais pas, peut-être que j'ai été distrait. Il a dit que le montant aurait servi à l'acquisition d'aéronefs pour le gouvernement. Je ne sais pas si l'acquisition de cet aéronef, dont l'importance peut se discuter, a suivi les règles en matière de marché public. S'agissant à présent de l'acquisition de l'aéronef du gouvernement et des opérations bancaires associées, il importe de mentionner à l'attention de votre auguste Assemblée que la loi 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public exclut des procédures d'appel d'offres et de marché de gré à gré certaines catégories de biens ou de prestations qui font l'objet des marchés spéciaux. Je voudrais suggérer que votre auguste chambre puisse se référer aux articles 44 et aux articles 45 de cette loi. L'acquisition de l'aéronef du gouvernement a été décidée en Conseil des ministres. C'est une décision éminemment politique. C'est une décision prise pour des raisons qui sont étroitement associées aux intérêts stratégiques de l'État. Je pense que... Et la loi le prévoit. La loi le prévoit. La loi le prévoit. Vous savez sans doute que plusieurs fois, je pense qu'il est important, Honorable Président, avec votre autorisation, que j'insiste sur ce point. Je vous en Parce prie. qu'il y a des choses que nous faisons et nous devons les assumer sans complexe. Il est arrivé 2 fois, et même plusieurs fois, que des autorités de ce pays aient été bloquées dans des aéroports et aient subi des traitements pratiquement dégradants. Et donc la décision a été prise politiquement que cet aéronef puisse être acquis et le processus a évidemment bénéficié de l'appui des services techniques compétents. S'agissant de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Banque centrale. Ainsi que l'ont relevé certains honorables sénateurs, la mise en application intégrale de la loi relative aux finances publiques appelle de modification de la loi portant organisation et fonctionnement de la Banque centrale. Je suis également d'avis avec l'honorable sénateur qui a soulevé cette préoccupation que la loi numéro 005/2002 du 7 mai 2002 relative à la constitution, à l'organisation et au fonctionnement de la Banque centrale du Congo, actuellement en application, est désuète et ne tient pas compte des avancées en termes de gouvernance, des missions et des relations d'une banque centrale moderne avec le gouvernement. Les experts du ministère des Finances travaillent en collaboration avec ceux de la Banque centrale du Congo pour la finalisation de l'avant-projet de loi. Je reviens à ces réponses. Le collègue a posé la question sur l'existence, oui ou non, des comptes dans le banque commercial. Il a répondu oui. La question que nous lui posons, est-ce que cette opération est conforme à notre loi et à notre
nos textes sur les finances publiques. C'est ça la question. L'opportunité, on peut discuter, mais la légalité de cette opération. Il s'avère que les transactions non autorisées du mois d'avril 2013 sont liées à des opérations de nivellement entre les différents comptes du ministère des Finances pour alimenter le compte destiné à transférer les fonds pour l'achat de l'avion du gouvernement. Je crois, mon collègue Nyaruga Bao, cette question. Qui était la personne au sein du ministère des Finances qui était chargée ou qui est chargée de la coordination de l'opération d'achat de cet avion? B. Comment les instructions liées à l'achat de l'avion étaient-elles communiquées à Access Bank? Enfin, confirmez-vous que, Monsieur le ministre, les opérations de nivellement des comptes du ministère ont réellement été effectuées par Access Bank sans instruction du ministère des Finances? Votre auguste chambre est intéressée par les dispositions à prendre dans le cadre de la mise en œuvre de la loi relative aux finances publiques, la LOFIP. La réforme introduite par la LOFIP est ambitieuse au regard des innovations qu'elle induit. Sa mise en œuvre satisfaisante nécessite l'adoption d'une approche progressive. La progressivité s'établit à 3 niveaux, à savoir, premièrement, continuer à améliorer le système budgétaire actuel. Deuxièmement, renforcer les capacités techniques des acteurs et entamer l'instauration d'une culture de responsabilisation. Et troisièmement, instaurer la gestion axée sur les résultats. Dans cette perspective, des efforts sont déployés pour renforcer le processus budgétaire, les systèmes de comptabilité et de reddition des comptes afin de restaurer la crédibilité et de renforcer la transparence. La réforme du système fiscal et des administrations fiscales ainsi que des organes de contrôle de l'État figurent parmi les composantes de la réforme des finances publiques. Je voudrais apporter à votre auguste chambre les clarifications ci-après. S'agissant des effectifs bancarisés à ce jour, depuis l'amorce de la réforme en août 2011 jusqu'à ce jour, le gouvernement ne ménage aucun effort pour accroître le nombre d'agents et fonctionnaires de l'État dont le salaire est payé par voie bancaire, tout en consolidant les acquis aussi bien dans la capitale que dans les entités provinciales. En effet, partant de moins de 2500 agents et fonctionnaires bancarisés au début de ce vaste processus, l'effectif global est passé à 26 867 à fin décembre 2011, à 295 601 en 2012 pour atteindre 612 069 au 31 décembre 2013, améliorant ainsi le taux de bancarisation de la paie du pays et l'inclusion financière nationale. Cet effectif de 621 069 personnes comprend 255 625 agents et fonctionnaires de l'État pour la ville de Kinshasa et 356 444 pour les entités provinciales, soit respectivement 42% et 58%. Rapporté au total des agents et fonctionnaires de l'État de 874 142, le taux de bancarisation se situe donc à 70% à fin décembre 2013. Les 30% restants étant pour l'essentiel payés par Caritas Congo ASBL ou par l'entremise des ordonnateurs délégués provinciaux. Au cours du premier quadrimestre de l'année 2014, le gouvernement a bancarisé un effectif de 58 012 agents et fonctionnaires de l'État, dont une frange significative dans les territoires à accès difficile. En outre, entre fin décembre 2013 et fin avril 2014, les effectifs totaux ont évolué, atteignant 904 877, à la faveur notamment de la mécanisation des enseignants, des impayés de la PNC et de la FRDC, ainsi que du personnel de la santé et de l'enseignement supérieur et universitaire.
Ainsi, le total bancarisé à ce jour se chiffre à 670 081 agents et fonctionnaires de l'État, soit un taux de bancarisation de 74%. Deuxièmement, s'agissant des critères de choix des banques commerciales intervenant dans le processus de bancarisation, ou plus exactement dans le processus de paie des agents et fonctionnaires de l'État par voie bancaire. Conformément au protocole d'accord qui a été signé entre le gouvernement et l'Association congolaise des banques, le choix des banques intervenantes repose sur un principe de volontariat. Il importe de mentionner que, préoccupés par l'efficacité dans les opérations sur terrain, par la nécessité de faire parvenir le salaire à l'agent ou aux fonctionnaires de l'État dans le mois concerné, il a été demandé à l'ACB de tenir compte d'un certain nombre de critères, à savoir, premièrement, l'implantation. Nous avons demandé ceci à l'ACB dans la répartition des enveloppes de paie entre les différentes banques. Il s'agit donc de l'implantation effective des banques dans les entités visées, de la capacité réelle à procéder à une paie de proximité et des engagements antérieurs pris par les fonctionnaires auprès de certaines banques. Troisième point, des retombées financières de la bancarisation. Cette question a été soulevée également par les honorables sénateurs. Je me permets de rappeler à votre auguste chambre que le gouvernement dispose dans ses livres, à la banque, dans ses comptes à la Banque centrale du Congo, d'un sous-compte du compte général du Trésor intitulé Reliquat Paye de salaire. Et à la date du 5 mai 2014, les économies réalisées et logées dans ce compte comprenaient portaient sur un montant de 13 milliards de francs congolais. Mais il est important ici, honorable sénateur, de mentionner qu'en réalité, le gain de l'opération ne peut pas simplement se limiter à cette économie que l'État a pu opérer. Il faut tenir compte du fait que, avant la bancarisation d'une partie importante, les sommes qui étaient destinées à la paie n'arrivaient pas intégralement à l'agent. Et donc, les économies, du point de vue global, doivent aussi s'apprécier par rapport au fait qu'aujourd'hui, tous les agents, tous les fonctionnaires qui sont payés par voie bancaire reçoivent l'intégralité de leur salaire. Et ainsi donc, ces économies traduisent les efforts du gouvernement en matière de contrôle de l'enveloppe salariale et des effectifs de l'administration publique, de la PNC, des FRDC et du CECOP. S'agissant maintenant du coût de la réforme, conformément au protocole d'accord, le gouvernement rétribue l'Association congolaise des banques à hauteur de 3,6 $ américains par agent ou fonctionnaire de l'État payé par voie bancaire. Ceci représente un coût important du point de vue de la trésorerie de l'État. Nous aurions pu économiser peut-être en moyenne 2 milliards à 2 milliards 300 millions de francs congolais par mois. Et le coût d'opportunité associé au coût de cette réforme est assez élevé. Mais c'est le prix à payer pour que nous puissions non seulement avoir une parfaite maîtrise des effectifs et des enveloppes de paye, mais aussi que nous puissions donner un coup de pouce à la bancarisation. Une économie moderne ne peut pas continuer à fonctionner sur grande échelle avec uniquement des fonds qui ne sont pas tirés, donc qui ne sont pas procurés en partie par le système bancaire. Afin de réduire le coût de cette réforme sur le trésor public, une réflexion est en cours pour la prise en charge progressive des frais bancaires par les agents et fonctionnaires, en commençant par les membres du gouvernement, ceux des cabinets ministériels et les hauts fonctionnaires. De la politique d'implantation des banques commerciales à travers le pays. Dans la mesure où l'implantation géographique d'une banque commerciale est motivée par un but lucratif, les contrées du pays qui n'ont pas un niveau suffisant d'activité économique se trouvent dépourvues de banques. Pour remédier à cette situation, seules des mesures incitatives garantissant la rentabilité des banques dans ces contrées peuvent être envisagées.
Dans ce cadre, les incitations envisagées portent bien entendu sur l'allègement du coût d'investissement, sur une fiscalité encourageante, sur une amélioration des revenus d'exploitation et enfin sur l'amélioration de l'environnement opérationnel ou le cadre général. Un projet de décret relatif aux mesures d'allègement fiscaux et douaniers en faveur des banques commerciales a été préparé par le gouvernement et est en cours d'examen dans les différentes structures. Sixièmement, du paiement de la rétribution aux sociétés de télécommunications. Honorable Président, honorable membre du Bureau, honorable sénateur, le gouvernement, il est important qu'on le mentionne, n'a pas signé un accord avec les sociétés de télécommunications. Seules les banques intervenantes ont la responsabilité de payer les agents et fonctionnaires. Cependant, en vue de relever le défi de la bancarisation dans les contrées dépourvues d'une présence bancaire, certaines banques ont signé des accords de partenariat avec des sociétés de télécommunications avancées dans la technologie de ce qu'on appelle le mobile banking, de la politique du gouvernement en matière de bancarisation. Honorable Président, honorable membre du Bureau, honorable sénateur, la bancarisation est un processus. C'est une réforme qui doit se mettre en place de longue haleine. L'objectif premier de votre gouvernement était d'assainir le fichier de la paie et de maintenir l'enveloppe salariale. À travers cet objectif, il y a lieu de noter que la réforme a permis d'améliorer l'accès aux services financiers ci-après, la sécurisation de l'épargne, l'utilisation des cartes bancaires, même si on peut constater que les revenus sont encore bas, l'obtention des crédits, y compris par les fonctionnaires et agents des services publics. Honorable Président, honorable membre du Bureau, honorable sénateur, permettez-moi à présent de dire un mot au sujet de l'accord confidentiel qu'aurait signé le BCECO avec Access Bank. Ça a été aussi un point de fixation lors de nos échanges du 5 mai. Ainsi que je l'avais indiqué lors de la séance du 5 mai 2014, nous avions reçu des indications qu'un tel accord n'existerait pas. Mais en même temps, j'ai aussi mentionné qu'au cas où les accusations seraient fondées, je ne manquerai pas de prendre les sanctions dictées par la gravité des faits à l'endroit des auteurs de telles pratiques. J'ai donc poursuivi les investigations et à ce stade, on doit pouvoir vous le dire très honnêtement, quelques indices recueillis tendent quand même à confirmer le contraire, permettant malheureusement de subodorer, on va dire, l'existence d'une pratique de malgouvernance. Les investigations se poursuivent et vont se clôturer très bientôt et votre auguste chambre sera tenue informée des résultats et des mesures subséquentes. Nous enquêtons également sur l'origine et la motivation du différentiel des frais facturés par Access Bank sur nos comptes et les résultats vous seront également communiqués. Honorable Président du Sénat, honorable membre du Bureau, honorable sénateur, je viens ainsi de vous livrer le complément d'information à la réponse que j'ai lundi 5 mai 2014 réservée à la question orale avec débat de l'honorable Polycarpe Mongoulou. Je voudrais vous rassurer que les observations, commentaires et inquiétudes exprimées par votre auguste chambre ont été entendus et se prend en compte, le but de l'exercice étant naturellement au final d'améliorer la gestion de ressources publiques pour le bien de nos populations.